à ceux que je n'ai pas encore vus et bienvenue pour cette seconde session. Alors je ne veux pas vider la salle, mais en parallèle de notre session tout de suite, il y en a une autre passionnante autour du travail indépendant, troisième voie ou impasse, avec mon ami et collègue Laurent Capelletti du CNAM et Alexandre Lamy qui est avocat. C'est super, mais restez quand même ici. Voilà. D'autant parce qu'ici, nous avons aussi un thème formidable. Industrie verte, réindustrialisation, utopie ou projet réalisable. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir alors, David Lolo, qui est ici économiste chargé d'études à la Fabrique de l'Industrie dont nous avons déjà eu le plaisir d'avoir un représentant hier. Et Éric Berger, bonjour. Vous êtes chef de projet Industrie lourde dans le cadre du plan de transformation de l'économie française au Shift Project, évidemment, que nous connaissons bien aussi. Alors, industrie verte et réindustrialisation, évidemment, dans l'industrie verte, il y a peut-être deux sens, il faut tout de suite le dire. Hein. Il y a le fait que l'industrie devienne plus verte, se décarbone, et le fait qu'il y a des industries dont le travail, dont la production correspond à des produits qui aident à la transition. Et évidemment, je parle sous votre contrôle, mais évidemment, il y a entre transition énergétique et industrie une opposition fondamentale, ou il semble y avoir une opposition fondamentale dans la mesure où l'industrie est l'un des principaux pollueurs, l'un des grands pollueurs. Est-il possible à la fois de se réindustrialiser et de devenir plus vert? Ça semble une utopie, ça semble très agréable de le penser. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ces deux choses-là sont conciliables? Et à quelles conditions? Eh bien, ce sont les choses dont nous allons parler tout de suite. Et peut-être, David, j'aurais envie de commencer avec vous. Hein. Est-ce qu'on peut commencer par un état des lieux, justement, de la réindustrialisation, qui commencerait peut-être par un état des lieux de la désindustrialisation, d'ailleurs. Mais bon, prenons les choses positivement avec le verre à moitié plein. Alors, oui, où en sommes-nous de la réindustrialisation? Merci. Bonjour Monsieur Babot, bonjour à tous. Je suis ravi d'être parmi vous. Alors sur l'état des lieux de la réindustrialisation, ce qui est clair en tout cas, c'est que l'industrie elle est revenue sur le devant de la scène depuis globalement la crise sanitaire. On s'en réjouit. On a entendu toute la classe politique parler de réindustrialiser, de relocaliser certaines activités stratégiques même, après 30, 40 ans de désindustrialisation. Mais du coup, quel bilan est-ce qu'on peut faire 5 ans après? Alors, je vais donner peut-être un bilan un peu nuancé. Il y a eu certains indicateurs qui ont été encourageants. Je pense par exemple au volume d'emplois salariés dans le secteur industriel qui a progressé de 2% en 5 ans, donc entre 2019 et 2024. Premier signal encourageant. Ensuite, si on regarde ce qu'est le solde net d'ouverture d'usines, qui est suivi notamment par l'État depuis 2023, il a été positif pendant un temps, entre 2022 et 2023. Mais 5 ans plus tard, malheureusement, force est de constater que la volonté politique, si tant est qu'elle existe encore, eh bien, ne suffit pas à réindustrialiser un pays. Et il faut voir les conditions vraiment économiques de la réindustrialisation qui restent, elles, infiniment fragiles. Et en fait, là, je parle là de la compétitivité de l'industrie, c'est-à-dire en gros sa capacité à maintenir, à faire face durablement à la concurrence internationale. Et pour le coup, l'équilibre économique n'est pas acquis. Si vous prenez les coûts de la main-d'œuvre, vous rajoutez également les coûts de l'énergie qui restent malheureusement durablement plus élevés depuis la crise énergétique, on pourra y revenir. Vous rajoutez un ralentissement macroéconomique, en gros un ralentissement de la demande globale. Et enfin, vous lui rajoutez, comme on le sait, de l'instabilité politique. Et vous avez là un peu le terreau fertile de ce que vous avez esquissé comme un début de désindustrialisation, en tout cas une situation qui est malheureuse, qui est faite de nombreux plans sociaux dans le secteur industriel depuis l'automne, dans des secteurs très variés, dans la chimie avec Yara, dans la sidérurgie avec ArcelorMittal. Voilà, donc on est vraiment sur des industries qui sont touchées de façon transverse et voilà, on se rend compte a posteriori que la réindustrialisation, c'est un projet louable, mais la volonté politique, pour le coup, ne suffit pas. Et je précise que je ne rentre pas forcément là dans la territorialisation de la réindustrialisation, où il y a également des freins, que ce soit en matière de foncier.
et aussi en matière d'acceptabilité des projets industriels. Voilà pour un début d'état des lieux. Merci beaucoup. Éric Berger, alors en face de cette réindustrialisation, il y a la nécessité de décarboner. Est-ce que vous pouvez nous reparler évidemment du contexte climatique et institutionnel ? Oui, alors pour faire une déclaration totale en ce qui me concerne, je suis à la fois en charge des sujets industriels au Shift Project, mais c'est qu'une partie de ma vie. Je suis industriel depuis 35 ans et je reste actif dans l'industrie en dirigeant non exécutif à la fois en France et en Allemagne. Donc je suis un peu en tension entre les deux mondes, on va dire. Nous, au Shift, on a une particularité, c'est qu'on analyse tout via les flux physiques. L'argent n'est qu'une traduction qui se fait à la fin. Et ensuite, on a une croyance qui se vérifie au fil des années, qui est qu'il faut se décarboner pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a un problème climatique, j'en dirai un petit mot tout à l'heure, mais à cause d'une autre composante, qui est qu'on a affaire à des énergies fossiles et on pourrait ajouter à ça d'ailleurs des énergies, parfois des ressources minières aussi, hein, qui sont de plus en plus dures à trouver. En réalité, et comme l'économie elle est dépendante de ces énergies-là, c'est très difficile. Alors, je vous donne un exemple. Nous, on s'est abonné dans des conditions très préférentielles à la base de données qu'utilisent tous les pétroliers et gaziers du monde. C'est une base de données qui s'appelle Richtat. Alors, ils payent des fortunes pour y accéder. Nous, en tant que think tank, on a le droit à un tarif préférentiel. Mais donc, on a pu faire nos propres prévisions. Je vous incite à aller voir le rapport d'ailleurs là-dessus. Il y a un rapport sur le pétrole et un rapport sur le gaz qui a d'ailleurs été commandité par le ministère de la Défense avant l'Ukraine, avant la crise en Ukraine. Et on disait, avant la crise en Ukraine, qu'on avait un énorme problème puisque notamment pour l'industrie européenne, on a besoin de beaucoup de gaz. Derrière tout ce que vous avez, les plastiques, c'est du pétrole, mais aussi beaucoup de gaz. Les engrais, dont notre blé pas cher pour faire du pain pas cher, c'est du gaz pour faire les engrais azotés. Eh bien, on a en fait les puits de la mer du Nord qui s'épuisent. La Norvège, qui est le premier pays producteur de gaz, la production est en baisse constante et se terminera dans la fin de ce siècle. La Grande-Bretagne, c'est fini. Et on ne tenait que par la Russie. Donc évidemment, le moindre grain de sable sur l'approvisionnement russe, comme c'est le cas en ce moment, et c'est la bérésina. Et je rebondis sur ce que vous disiez, monsieur Lolo, le prix de l'énergie, énergie ou matière première, parce que parfois le gaz peut être une matière première, est terrible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un industriel, moi je le vois dans la boîte allemande dont je suis au board, on paie le gaz naturel 3 à 4 fois plus cher en Europe qu'aux États-Unis. Donc ça veut dire que les résines pour les plastiques, ça veut dire que les engrais, ça veut dire que toute la chimie, même pour faire vos médicaments, etc., elle a un problème de compétitivité énorme. Donc il faut se décarboner aussi, entre guillemets, parce que ces ressources-là vont devenir plus difficiles. Et les États-Unis ne tiennent que parce qu'ils ont les gaz de schiste. Sinon, partout ailleurs dans le monde, c'est difficile. Voilà. Donc ça c'est important aussi d'avoir en tête, c'est une double contrainte carbone. Il faut l'enlever parce que les ressources sont plus dures, donc il faut passer à d'autres procédés. Ensuite, sur le plan climatique, parce qu'il faut dire un mot là-dessus, là, on est dans une situation qui... alors, c'est moins en avant aujourd'hui, parce qu'il y a des crises en politique ici, puis il y a le Trumpisme aux États-Unis. Mais là, c'est assez grave. On peut dire aujourd'hui que le 1,5 degré, c'est plié, on ne le tiendra pas, parce qu'on y est quasiment. C'est la première fois l'année dernière que la température moyenne mondiale atteint 1,5, sachant qu'en France, c'est plutôt 2 degrés. En fonction des latitudes, vous n'avez pas les mêmes impacts. Là, c'est la moyenne mondiale. Donc, la question maintenant, c'est est-ce qu'on va tenir le 2 ? Probablement pas. Et alors on va dire, bah, tant pis, on oblige l'objectif, pas du tout, parce que passer à 3, c'est juste catastrophique. Jean-Marc Jancovici, que vous connaissez probablement tous, hein, notre fondateur de notre think tank, prend toujours cette image. À l'époque où il y avait les grandes glaciations, où les glaciers, la couche de glace au-dessus de l'Europe était de l'ordre de 2 km, et les glaciers allaient jusqu'à Lyon, la différence de température avec l'ère pré-industrielle n'était que de moins 3 degrés. Vous voyez, donc quand on va aller à 2, et si on dérive, si on fait rien pour aller à 3, on a un vrai problème. Donc voilà, donc c'est pas parce que c'est moins en actualité, c'est pas parce que zut, on a raté le 2 degrés, en fait on s'en fout. Non, et on voit les conséquences. Vous voyez les États-Unis aujourd'hui, et j'entendais tout à l'heure à la radio le président c'est très concret, hein, de Système U, qui disait un des principaux postes d'inflation cette année, c'est le jus d'orange et le cacao. Et le cacao, réchauffement climatique, est en train de mettre à mal toutes les grandes exploitations. Et donc le prix du cacao a pris, je ne sais plus combien, 20 ou 30%, et c'est pas fini.
Je profite pour rappeler à ceux qui ne l'ont pas encore noté que vous pouvez poser vos questions directement. C'est en fait assez simple. Il y a un QR code qui est affiché, je crois, à l'entrée. Vous scannez et hop, vous posez votre question directement. Elle m'arrivera et nous pourrons les poser tout à l'heure aux intervenants. David Lelot, quel est l'impact sur le tissu industriel de ces, je crois, évidemment, les obligations et les contraintes qu'Éric Berger a expliquées? Je crois qu'on en est tous convaincus aujourd'hui. C'est pas elles qui font le débat. La vraie question qu'on se pose tous, c'est le comment. Et quels sont les moyens? Dans l'industrie, est-ce que l'industrie verte commence à représenter quelque chose par rapport à l'industrie traditionnelle? Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est plutôt un fantasme qui reste relativement loin? C'est vrai qu'avec l'exigence de la transition écologique, la réindustrialisation, elle aura certainement pas, elle suivra pas le même trend que celui historique. Et on observe effectivement, enfin, parce que voilà, un tissu industriel, c'est quelque chose qui évolue, qui évolue avec son temps. Et on observe effectivement le développement d'industries dites vertes, donc dans la production de panneaux photovoltaïques, dans la production d'éoliennes aussi, de façon plus médiatisée encore dans la chaîne de valeur de l'hydrogène, avec la production de piles à combustible, et enfin la production de batteries électriques. Et pour vous donner un exemple encore plus parlant, en France, les 5 plus grands projets industriels qui ont été annoncés en 2024 relèvent des 5 industries que je viens de vous citer. Et parmi ces projets, il y a 2 projets de gigafactory de batteries, une dans les Hauts-de-France et une dans le Grand Est, il me semble. Donc on voit qu'il y a des projets qui avancent. Et peut-être 2 remarques intermédiaires avant de nuancer ce constat. Le premier, c'est que les États se sont un peu lancés dans une course pour accueillir ces industries dites vertes. Je pense aux États-Unis qui le fait depuis 2023 avec l'Inflation Reduction Act, qui est en fait tout un panel, tout un éventail de subventions pour ces mêmes industries. L'Union européenne, elle a tenté de suivre, disons, avec de l'assouplissement réglementaire dans le cadre du Net Zero Industry Act, qu'elle a publié dans la foulée, en réponse à l'IRA. Et la France, finalement, elle fait un peu des deux avec sa loi industrie verte, à la fois en s'inspirant de l'assouplissement réglementaire appelé des vœux de l'Union européenne, mais en couplant ça d'un crédit d'impôt pour accueillir ces mêmes industries. Donc ça, c'est peut-être la première remarque intermédiaire. La deuxième, c'est que j'observe qu'il y a eu une sorte de bascule ou de rupture sémantique dans ce qu'on considère, dans ce que la puissance publique considère comme une industrie stratégique. Souvenez-vous, dans le déploiement de France Relance, il y a 5 ans, la sphère économique se disputait un peu sur ce qu'on considérait comme des industries à relocaliser. Et en l'occurrence, c'était plutôt des industries dans l'électronique, dans l'agroalimentaire, dans la 5G, il me semble également. Et je constate que 5 ans après, enfin quelques années après, le curseur s'est un peu déplacé vers ces industries de la transition écologique. Et ce seraient ces industries qu'il faudrait réaccueillir sur le territoire. Peut-être quelques éléments de nuance par rapport à l'ensemble de ces projets qui se développent, et c'est encourageant. La première nuance, c'est qu'en termes de retombées économiques, ces projets que je viens de vous citer sont encore au stade de la promesse d'emploi, sont encore au stade précisément de projet. Il me semble que le développement de ces industries, leur structuration dans la production d'électrolyseurs et dans la production de batteries électriques, on reste sur un démarrage qui est assez poussif quand on sait qu'en plus, pour des gigafactories, il faut très rapidement atteindre l'échelle. Donc, il me semble que ce n'est pas forcément le cas. Donc, peut-être, voilà, premier élément nuance. Le deuxième, c'est qu'il faut observer l'impact de la transition écologique sur le tissu industriel dans son ensemble, indépendamment de ces projets. Pour donner un exemple très clair, le secteur automobile. Certes, on a des projets de production de batteries électriques, mais je tiens quand même à rappeler que le secteur automobile en France, c'est le secteur qui a perdu le plus d'emplois sur ces 5 dernières années. Et moi, je m'amuse souvent à regarder les bases de données publiques, mais entre 2019 et 2024, le secteur a perdu 13% de ses effectifs salariés, ce qui représente moins 25 000 emplois nets. Donc voilà, c'est le secteur qui a perdu le plus d'emplois. Et donc on voit que finalement, l'impact de la transition, en termes d'emploi, il peut aussi se ressentir de cette façon.
Et finalement, on en vient peut-être à penser que la réindustrialisation verte, telle qu'elle est appelée par les représentants politiques, elle vient peut-être aussi et surtout du tissu industriel existant. D'une part, par le fait que ces industries doivent rester sur le territoire, donc leur maintien, et aussi la décarbonation de ces mêmes industries lourdes en particulier, mais pas seulement. Donc on voit qu'il ne faut pas oublier ce qu'est notre socle industriel dans toute stratégie de réindustrialisation. Ça, je pense que c'est un message important. Ouais. Éric Berger, vous l'avez rappelé, vous êtes à la fois évidemment quelqu'un qui réfléchit, puis quelqu'un qui est un praticien, qui voit ce que c'est que l'industrie. Vous avez des machines, vous les faites tourner. Évidemment, c'est toujours précieux d'avoir quelqu'un qui est face à ça, qui est face aussi à des marchés. Alors, est-ce que décarboner l'industrie, c'est possible? Et peut-être question subsidiaire, en quoi le fait qu'il y ait d'autres industries qui fassent moins d'efforts est l'un des problèmes de l'équation, complique l'équation, l'aspect concurrentiel avec d'autres tissus qui, eux, sont dans des modes de contrainte, disons, différents. Qu'est-ce que ça change dans cette équation, au-delà de la possibilité technique? Voilà. Pardon, il y a beaucoup de questions dans ma question. Oui, il y a beaucoup de questions, mais alors, il y a une chose qu'a dit M. Lowe qui est très importante, c'est que, en fait, le gros enjeu, il y a deux enjeux dans l'industrie, c'est avoir des industries nouvelles comme les batteries, les panneaux, les photovoltaïques, les éoliennes, etc. Bon, nous, au Shift, l'hydrogène, on n'y croit pas trop parce que c'est pas un très bon vecteur énergétique, c'est plutôt une bonne matière première. Mais bon, je ferme la parenthèse. Mais en fait, aujourd'hui, dans le monde, dans les émissions de l'industrie, les trois quarts viennent non pas des industries d'assemblage comme l'automobile, mais ça vient des industries lourdes. C'est-à-dire, en gros, les gros méchants, c'est l'acier, l'aluminium, la chimie en général, avec dedans les engrais et les résines pour les plastiques, qui sont à eux deux des monstres. Un vapocracker, ça va émettre beaucoup. Pour vous donner juste un ordre d'idée, la tôle de votre voiture, quelle qu'elle soit, c'est une tôle plate, on ne peut pas faire de l'acier recyclé, donc c'est 2 tonnes de CO2 par tonne d'acier produite par un fourneau. Alors ce n'est pas le cas de votre petite cuillère qui, elle, va être sans doute de l'acier recyclé. Mais voilà, donc c'est important d'avoir ce genre de grandeur en tête. Un plastique, il n'y a pas de plastique qui sort à moins de 2 à 3 tonnes de CO2 par tonne de plastique, ou kilos si vous voulez faire l'équivalence. Donc l'enjeu énorme, c'est évidemment de décarboner. Donc il y a le problématique de qu'est-ce qu'on fait sur ces nouvelles industries, et là on est hyper en retard. La Chine fabrique, je crois, plus de 80% des panneaux photovoltaïques dans le monde, et nous, les nôtres, les producteurs, à titre personnel, je viens d'installer des panneaux photovoltaïques. C'était 7 000 € avec des panneaux français, c'était 6 000 € avec des panneaux chinois. C'est très concret. 1 000 € d'écart. Dans un acte de subvention personnelle, j'ai pris. Vous avez choisi les premiers, évidemment. Oui, j'ai choisi les Français, bien sûr, mais donc j'ai mis un petit drapeau français qui flotte au-dessus de mes panneaux parce que quand même, on peut être fier. Voilà. Alors, mais décarboner les industries existantes, c'est la base en fait. Dans le bilan carbone d'une voiture, à la fabrication, tout est en amont dans l'acier et le plastique. Donc là, il y a un enjeu énorme. Et alors, les technologies existent pour une bonne part. Elles existent, mais le problème, c'est de créer les conditions pour que ça puisse se faire. Parce que ça va être beaucoup plus compliqué de faire un acier décarboné. Et là, il ne faut pas être uniquement techno-solutionniste. C'est-à-dire qu'il y a des endroits, par exemple le plastique, ça va être très dur de le décarboner. Et pour d'autres raisons fondamentales que le carbone, d'ailleurs, il faudra réduire les quantités de plastique à un moment, à cause de la pollution dans les océans ou la pollution dans les sols aussi. C'est absolument incroyable, mais il y a une pollution plastique partout dans le monde, notamment en Amérique latine, à cause des dispositifs agricoles qu'on met dans les champs, c'est juste incroyable. Voilà. Et là, donc il faudra de la sobriété, mais comme je dis souvent, pour décarboner l'industrie lourde, c'est 40% de progrès continu, 40% de breakthrough, dans lesquels il y a de nouveaux procédés comme la réduction directe de l'hydrogène, de l'acier par l'hydrogène, des engrais par hydrogène aussi. Mais il faut de la sobriété pour compléter, à peu près 20%. Mais si on ne fait pas les 40% de breakthrough technologiques, c'est plus 20% qu'il faut faire pour se décarboner. C'est 40, 60%. Et là, c'est de l'appauvrissement total. Et c'est ce qui nous menace en Europe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on n'a pas totalement créé les conditions économiques, mais aussi réglementaires et politiques pour que les industriels y passent. Et là, on vient d'apprendre que ArcelorMittal, non seulement a suspendu son projet de décarbonation de Dunkerque, juste pour vous donner un ordre d'idée, hein,
La fameuse tôle automobile, elle sort sans doute de Dunkerque. Enfin, pas la tôle, mais l'acier qui a permis 2 tonnes de CO2. Un site comme Dunkerque qui doit émettre à peu près 7 à 8 millions de tonnes de CO2 par an, c'est juste énorme. Donc vous décarbonez ça, c'est juste incroyable. Il y avait un projet de décarbonation avec des nouvelles technologies. On remplace les hauts fourneaux par autre chose. Ils ont suspendu le projet parce que le prix de l'acier a baissé, on est envahi par les Chinois. Donc c'est un vrai problème. Et en plus, avec les coûts du gaz et de l'électricité qui ont explosé, c'est même la production d'acier normale, même pas décarboné, qui est aujourd'hui en danger. Et on se demande si on ne va pas même fermer les hauts fourneaux à terme. Il y a des syndicats qui sont très inquiets et à juste raison. Donc on était plutôt bien parti, avec une réflexion, moi je la vois dans l'industrie qui s'est répandue partout. Tous les gens ont envie de décarboner. Il n'y a plus de patron qui dit je m'en fous, même aux États-Unis, hein, même si c'est un peu moins fort qu'en Europe. Mais maintenant, on voudrait, mais comment on va faire? Et là, le Shift, dans un autre domaine, vient de sortir un rapport sur l'agriculture. On a fait grâce au Shifter, on a fait une grande consultation. 80% des agriculteurs, par exemple, c'est une autre production, hein, voudraient aussi faire de l'environnement, mais ils disent je n'ai pas les conditions économiques pour faire autrement. Je connais une agricultrice qui a un tiers de bio. Elle dit je voudrais passer à tout bio, mais il faut qu'on me l'achète, mon bio, et à un prix qui correspond. Et aujourd'hui, elle ne peut pas. Donc elle s'est arrêtée à un tiers de bio, tout simple. Et c'est la même chose pour la chimie qui est en danger, l'acierie qui est en danger, même l'aluminium. Hein, il faut faire très très attention. David Lelot, c'est vraiment passionnant. Il y a plusieurs questions qui viennent. Un, est-ce qu'on est condamné à être technosolutionniste pour l'industrie? Est-ce qu'il est possible, d'ailleurs au-delà de ça, d'imaginer que l'industrie se décarbone? Et qu'est-ce que vous pouvez répondre à ce que dit Eric sur la fatalité concurrentielle qui fait que par une sorte de jeu terrible, de théorie des jeux terribles, c'est un peu comme le mythe, pas le mythe, mais le jeu du prisonnier, n'est-ce pas, que finalement tout le monde est enfermé dans une stratégie non coopérative et collectivement perdante. Alors, en tout cas, je souscris globalement, et les travaux qu'on produise font l'écho de votre expérience en tant que dirigeant. Ce que je peux dire, c'est que est-ce que la décarbonation, c'est finalement une utopie ou un projet réalisable? J'ai pas envie de dire un peu des deux, mais j'ai plus envie de dire que c'est un projet réalisable sous conditions. C'est-à-dire que clairement, on n'est plus sur le registre de l'utopie. Hein. C'est un enjeu que les entreprises ont internalisé. Je rappelle d'ailleurs à ce titre que le secteur industriel, c'est le secteur qui s'est décarboné le plus rapidement sur les 30 dernières années, depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, c'est parce qu'il partait de plus loin, non? C'est ça? C'est la trajectoire plutôt que le niveau? Alors souvent, quand je dis ça, on me dit ça doit être la désindustrialisation. Aussi, oui. Mais peut-être que la division par 2 dans le PIB de la place de l'industrie en France a aidé, non? Alors, détrompez-vous, les études économiques qu'on regarde de près aussi semblent indiquer que la désindustrialisation a eu un effet finalement secondaire dans cette dynamique. Voilà. Mais je disais donc le sujet de la décarbonation est encore à l'agenda des entreprises, puisque nous, on avait lancé une enquête de terrain en 2023 auprès d'un panel d'environ 40 grands groupes implantés en France. Et la bonne nouvelle, c'est que tous nous indiquaient avoir un plan de transition en cours à l'œuvre. Maintenant, avoir dit ça, évidemment, soyons pragmatiques sur ce que sont les freins de cette transition. D'une part, parce qu'il y a beaucoup encore à faire. L'industrie, c'est 18% des émissions nationales en France, mais c'est un peu le même ordre de grandeur en Europe. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Et si on se penche maintenant sur les freins, ils sont nombreux. Alors d'abord des freins financiers, parce que la décarbonation, c'est une dynamique qui s'apparente véritablement à une révolution industrielle et qui en fait se chiffre à plusieurs milliards d'euros dans le secteur industriel, même si c'est pas si facile que ça de chiffrer, hein, parce qu'il y a à la fois des dépenses d'investissement, du capital, et aussi des dépenses d'exploitation, notamment sur le terrain énergétique. Et la spécificité des investissements divers, hein, on va labelliser comme ça, c'est qu'ils ne sont pas toujours rentables du point de vue de l'intérêt économique des entreprises, parce que c'est des investissements que la concurrence étrangère n'a pas forcément à essuyer tout court ou à essuyer dans un même ordre de grandeur.
Donc ça, c'est peut-être le premier frein. Le deuxième, il est d'ordre économique, mais c'est directement lié. C'est qu'il faut qu'en fait, qu'il y ait une demande durable qui soit adressée à ces productions décarbonées. Et malheureusement, comme je vous disais, le contexte d'asymétrie des politiques climatiques ne valorise pas forcément économiquement les productions décarbonées par rapport aux productions fossiles. Je rajoute, et du coup je répondrai à la question sur le tout technologique, mais c'est qu'il y a également des freins technologiques. Et comme, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est vrai qu'une partie importante du potentiel d'abattement d'émissions industrielles relève de technologies qui sont aujourd'hui pas au stade de maturité, tout simplement. Je pense à l'hydrogène, pas forcément que pour des vertus énergétiques, mais vraiment, comme le disait M. Berger, en tant que matière première, par exemple dans la production d'engrais et d'acier décarboné, mais aussi au captage industriel de CO2, parce qu'on ne va malheureusement pas y échapper. Le captage naturel, on sait qu'il ne suffira pas en tout cas à permettre d'atteindre la neutralité nette carbone. Et du coup, dans des secteurs... On en parle souvent. Est-ce qu'il y a vraiment une perspective de quelque chose qui marche en termes de captation de CO2 industriel ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un levier qui est fortement attendu par le secteur du ciment, parce qu'on a des émissions de procédés qui sont très difficiles, qui sont hard to abate, on dit, qui sont difficiles à abattre. Et le secteur en attend beaucoup. Et alors, aujourd'hui, on est au stade pilote. On voit poindre des projets de CCUS, captage et utilisation, usage and storage, dans certains sites cimentiers en France. Et je rajoute, mais peut-être qu'on pourra y revenir, mais que l'État vient de lancer un plan de subvention pour soutenir des grands projets industriels, et le CCUS en fait partie. Voilà. Donc on voit que sur le plan technologique, il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Et je rajoute bien sûr les freins politiques, toute l'instabilité qui dégrade encore plus l'environnement d'affaires des industriels. Et peut-être pour se faire strictement l'écho de ce qui a été dit, mais on voit que ces freins et ces incertitudes, elles se matérialisent malheureusement sur le terrain par un retard dans la décarbonation. C'est-à-dire que certes, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, mais j'ai pu constater que, par exemple, au deuxième semestre 2024, si on regarde le périmètre des 50 sites industriels les plus émetteurs, il n'y a pas eu de nouveaux projets qui ont été annoncés dans la décarbonation. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, peut-être encore plus parlant, parmi les 50 sites émetteurs, il y a le plus gros, ArcelorMittal à Dunkerque, qui a suspendu son projet de décarbonation. Et elle le fait pas forcément par gaieté de cœur, mais elle le fait parce que l'environnement économique, et notamment le dumping chinois qui est en train de tuer toute la filière sidérurgique, compromet la rentabilité de ces investissements. Donc on voit qu'il y a vraiment des traductions concrètes, malheureuses, sur le terrain qu'il faut adresser par la puissance publique, sans doute. Et Éric Berger, je crois que sur la captation du carbone, vous aviez envie de réagir, ou je me trompe ? Oui, alors c'est un sujet qui est assez controversé, parce qu'il y a des tas de gens qui disent, des écologistes, qui se posent la question, j'ai encore eu récemment, qui disent, mais attendez, capter du carbone pour aller le réenfouir sous la terre, c'est quand même pas génial. Oui, et puis c'est pas sûr, parce que si jamais il y a des fuites, qu'est-ce qui va se passer ? Sur le principe, nous au Shift, on n'est pas opposé à ça, on n'est pas dithyrambique sur le sujet, pour une autre raison que celle-là. Parce qu'on pense que si les pétroliers ont su extraire des gaz, qui sont d'ailleurs le CH4, le gaz naturel, a un pouvoir réchauffant infiniment plus fort que le CO2. Pour vous donner une idée, je crois que c'est de l'ordre de 30 fois. C'est-à-dire que quand vous avez une fuite de gaz, ça équivaut à 30 fois une fuite équivalente de CO2. Donc ils sauront réinjecter eux-mêmes du CO2. Donc, par exemple, c'est un filtre au bout d'une cimenterie, il y a des émissions de procédés. C'est-à-dire, c'est pas juste de l'énergie, vous avez une réaction chimique et il y a du CO2 qui se dégage. C'est ce qui se passe dans le ciment. On peut le capturer. Ça coûte. Alors, le problème, c'est que ça coûte de l'énergie. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup d'électricité. Donc, il faut émettre du CO2 pour capter le CO2, pas forcément, évidemment. Pas forcément. Justement, en France, on est plutôt très bien disposé pour le faire, avec une électricité nucléaire très décarbonée. On pourrait le faire. Mais justement, nous, au Shift, quand on a regardé, on s'est dit on va plutôt faire le pari que ça va marcher parce qu'il y a des gens très sérieux qui sont dessus. Air Liquide, Axens, plein de boîtes d'ingénierie qui sont très très bonnes. Mais après, ça ne suffit pas parce qu'il faut beaucoup d'énergie et ensuite, il faut des lieux
ou le remettre. Alors, en Europe, il y a un endroit qui s'appelle Northern Light, qui est dans la mer du Nord. Je crois que c'est des Norvégiens aussi. Il y a un consortium avec Total et d'autres. Et ils se sont mis d'accord. Mais on a un seul lieu pour l'instant. Là, aux États-Unis, il y en a plein. Et je viens d'apprendre, il y a quelques semaines, le prix de l'enfouissement proposé à un industriel que je connais de Northern Light. C'est 2 fois plus cher qu'aux États-Unis. J'ai entendu 100 € la tonne. J'entends Philippe Charlet. Ouais, on est dans ces eaux-là. Ça fait cher. Oui, alors que vous savez que la capture elle-même aura coûté de l'ordre de entre 50 et 100, ça dépend des procédés. Donc vous faites un ciment, on va dire. Le ciment, il y a quelques années, il y a 3 ans, avant la Covid, il valait à peu près 100-110 € la tonne en Europe. Un peu plus cher en France, parce que le marché est un peu plus élevé en France. Ça a augmenté déjà à cause des problèmes énergétiques, ça a pris 30%. Donc le ciment, il est plutôt à 140 € la tonne. Si vous voulez le décarboner, capturer, alors il n'y a pas 1 euro de carbone par tonne de ciment, on est à 0,7, on va dire, à peu près. Donc vous rajoutez quand même 200 € fois 0,7, vous rajoutez 140 €. 140 €, c'est-à-dire que le ciment va être 2 fois plus cher. Alors honnêtement, là, pour le coup, dans une maison, ça va rajouter à peu près dans un logement, ça coûte 1 000 € de plus. On peut se le permettre, mais il y a des tas d'endroits, si on fait ça sur l'engrais, l'agriculteur, il ne peut plus se payer l'engrais. Il ne peut plus. Et là, un vrai problème. Il n'est pas économique. Pour l'instant, l'agriculteur brésilien, lui, il peut utiliser tous les pesticides qu'il veut, il peut utiliser tous les engrais qu'il veut, qui sont ultra carbonés. Et là, on est devant un vrai problème. Donc il faut créer les conditions. Il va falloir aussi que collectivement, on assume de payer plus cher des biens qui sont... et je pense qu'on est trop respectueux de... Je sais que la contrainte normative n'est pas à la mode. On dit « Ah, c'est mal ce que fait Trump sur la protection, avec le protectionnisme. » Mais honnêtement, comment marketer un produit... Je le vois concrètement. Hein. Je suis à la tête d'une boîte qui fait la décarbonation de fibres de carbone. Des fibres de carbone décarbonées. On en met partout aujourd'hui, dans les pales d'éoliennes, les fuselages d'avions pour les alléger. Oui, mais qui va payer plus cher une fibre de carbone décarbonée ? Pour l'instant, il n'y a pas de contrainte, donc il n'y a pas de protection, donc on n'y arrivera pas. Donc il faut créer quelque part des protections ou des contraintes normatives. Je sais que ce n'est pas à la mode, mais il va bien falloir le faire. Sinon, on va décarboner en fermant tout et puis en demandant aux Américains et aux Chinois et on deviendra un parc touristique très sympathique, bien décarboné, mais qui ne produit plus rien. On connaissait le protectionnisme éducateur hein, dans la théorie économique. Est-ce qu'il nous faut un protectionnisme écologique, David Lelot ? Alors, vous pointez là, peut-être, quand on parle de protectionnisme, c'est plus de l'ordre de la puissance publique, donc je vais me mettre sur ce point de vue-là, mais peut-être pour rappeler d'abord le rôle de l'État et l'Union européenne, après j'aurai quelques éléments de réponse. C'est vrai que l'État a quand même un rôle à jouer, et peut-être qu'il est double. Le premier, c'est celui de donner un cap aux agents économiques et d'être un peu chef d'orchestre et d'arbitrer aussi sur ce que seront les efforts à mener par les différents secteurs émetteurs. Et l'État donc le fait de plusieurs façons. Se matérialise par toute la stratégie de planification écologique qu'elle met en place, et ça se matérialise par la création du SGPE, par exemple en 2022, secrétaire général pour la planification écologique. Elle le fait aussi en publiant des documents d'orientation qui sont importants sur le plan technique. Je pense à la stratégie nationale bas carbone qui, en fait, attribue et tire des trajectoires sectorielles d'émissions de CO2 à horizon 2030 et 2050. Je pense aussi à la PPE, plan de planification pluriannuel de l'énergie, qui en fait met sur papier la politique énergétique du pays. Et enfin, l'État, il a aussi un rôle de contact en fait avec les différentes filières économiques, et dans le secteur industriel, je pense notamment à la signature des 50 sites, des 50 contrats d'engagement avec les sites industriels les plus émetteurs. Donc ça, c'est peut-être le premier rôle de l'État, celui d'être un peu chef d'orchestre. Et ensuite, celui de participer, en tout cas, d'inciter les agents économiques, les ménages, les entreprises, à franchir le pas, à investir, à stimuler l'investissement privé.
Elle peut le faire de différentes façons, la réglementation en fait partie. En matière industrielle, je pense à des réglementations pour obliger les entreprises à faire des audits énergétiques et du coup des mesures d'efficacité énergétique en aval, des mesures aussi de reporting environnemental. On pourra y revenir parce qu'on sait que le reporting environnemental en ce moment, c'est pas si facile que ça politiquement. Et elle le fait aussi de façon peut-être plus constructive même, en participant financièrement aux dépenses d'investissement des entreprises. Et là, pareil, dans le secteur industriel, il y a France 2030 qui alloue 5 milliards d'euros pour la décarbonation de l'industrie. Mais là où je pense répondre un peu plus à votre question, c'est en changeant d'échelle et en fait en allant voir ce qui se fait et ce qui se pense à l'échelle européenne. Parce qu'en fait, les mesures françaises, les mesures finalement nationales à l'échelle européenne, elles se pensent dans un cadre réglementaire qui est foncièrement européen et qui doivent être compatibles avec les ambitions européennes qui sont là aussi définies à cette échelle. Et l'Europe, comme on le sait, et elle s'en cache pas, c'est clairement un bon élève de la transition énergétique et écologique. Elle s'est fixée pour ambition de devenir le premier continent neutre en carbone, avec des conséquences qu'on pourra voir, pas forcément toujours idéales, en tout cas en matière économique. Si on est neutre parce qu'on ne produit plus rien, il faudrait être neutre, importation comprise. Et tout là, à fait, compliqué. exactement. Alors c'est vrai que si on désindustrialise, on respecte la stratégie nationale bas carbone parce qu'on va respecter les quotas, mais par contre derrière, en termes d'empreinte carbone, notre consommation sera elle carbonée. Mais sur le rôle de l'Europe, il y a toujours pareil cette question réglementaire. Elle s'est dotée, notamment ces dernières années, d'un véritable arsenal réglementaire, pour inciter les agents économiques. Je pense par exemple au marché carbone. Pour le secteur industriel, les industriels doivent respecter chaque année un quota d'émissions au-dessus duquel elles doivent payer des quotas carbone au prix fort, parce que le prix du carbone est élevé. Et l'Union européenne, en tout cas, elle y contribue de cette façon, avec son levier réglementaire et normatif. Mais il y a peut-être deux écueils à ça, à cette politique climatique ambitieuse. Le premier écueil, je dirais qu'il est d'ordre politique, c'est que l'Europe, finalement, elle perd beaucoup de temps dans sa navette institutionnelle. Et si on voit tous les textes sur la transition énergétique, il n'y en a pas un où il n'y a pas les tensions franco-allemandes en toile de fond sur l'intégration ou pas du nucléaire, l'intégration ou pas du gaz naturel comme énergie labellisée verte. Et pour vous donner deux exemples très, très parlants, le texte sur la taxonomie européenne, qui à la base était un texte qui devait simplement limiter le greenwashing dans le secteur de la finance et définir véritablement ce que sont les activités vertueuses à financer. Eh bien, ce texte en est fini à devenir un texte assez controversé sur l'intégration du nucléaire et du gaz naturel, finalement, comme étant des énergies de transition. Et le deuxième texte, aussi peut-être plus récent, c'est le NZIA, donc la réponse européenne à l'IRA, où là aussi, la France et l'Allemagne se sont un peu tirés les cheveux sur l'intégration ou pas du nucléaire comme étant une technologie verte à financer. Et finalement, la France a eu gain de cause. Mais voilà, donc ça c'est peut-être un premier écueil politique, c'est de dire que la transition écologique, et en particulier énergétique, dont on pourrait penser qu'elle est un sujet consensuel, on voit que ce n'est pas forcément le cas. Le deuxième, il est peut-être plus important que le premier, c'est qu'à force de faire de la réglementation, l'Union européenne, elle en vient peut-être à compromettre un peu la compétitivité de son tissu industriel. Et ça, c'est un sujet très important. Si vous allez sur le secteur le secteur automobile, toujours pareil, qui est très très parlant, entre ces injonctions économiques et environnementales, on sait que la sortie des moteurs thermiques qui est ambitionnée pour 2035, elle semble pour le moins jusqu'à maintenant bénéficier aux constructeurs asiatiques qui ont en fait pris une avance considérable sur les technologies électriques, au détriment des constructeurs européens qui, eux, on le sait, ont construit toute leur valeur ajoutée historiquement sur le moteur thermique. Donc, en tout cas, du point de vue des observateurs et des agents économiques, l'Union européenne, elle devrait peut-être se doter, en tout cas coupler sa politique climatique d'une politique
industrielle pour en fait permettre de faire atterrir ses ambitions sur une réalité et le cas échéant en faisant bénéficier à son propre tissu industriel. Donc voilà, pour vous parler de protectionnisme, je ne suis peut-être pas le meilleur placé pour évoquer ce sujet, mais c'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose à faire du côté de la politique commerciale, mais elle va commencer à le faire avec le MACF. Mais alors je vous refais pas une anecdote sur l'industrie automobile que j'ai vécu personnellement en côtoyant les équipes Macron. Nous au Shift, on dit depuis longtemps, il faudrait que c'est bien de subventionner la voiture électrique, mais on fait des voitures électriques qui sont trop grosses, ce qui d'ailleurs n'est pas social. Parce que quand vous faites une batterie de 110, 120, comme ça existe maintenant pour des énormes berlines aux États-Unis, ben c'est 3 batteries qu'il n'y aura pas pour Madame Michu qui a besoin d'une petite voiture électrique pas chère. C'est vrai, hein. On voit que les prix des voitures s'est envolé parce que les constructeurs disent bon, de toute façon, il manque des composants, il va manquer de ceci, de lithium, de puces électroniques, donc je vais faire que des véhicules haut de gamme. Donc ça, c'est pas génial. Deuxième chose, c'est très carboné. Une voiture électrique, elle émet, lors de sa construction, 50% de carbone en plus. Alors, elle se rembourse en France, grâce à l'électricité décarbonée. Mais l'idée qu'on avait au Shift, c'était de dire qu'il faudrait qu'on module les aides aux véhicules électriques en fonction du poids carbone aussi du véhicule à sa construction. Puisque ensuite, en consommation, ça sera quasiment rien en France. Pas en Pologne, hein, parce que là, en Pologne, là, l'électricité carbonée avec du charbon, là, autant pas avoir de voiture électrique. Hein. Et on fait cette proposition à l'équipe Macron, en disant, mais vous devriez mettre des taxes ou des aides modulées en fonction du poids carbone. Et d'ailleurs, ça empêcherait les véhicules chinois de rentrer en France. Voilà, parce que par exemple, Peugeot, je crois, importe, je ne sais plus quel véhicule de Chine. Et premier réflexe d'un des top économistes, ah non mais ça, si on fait ça, les Allemands ne seront jamais d'accord. C'est sorti comme ça. Hein. Genre, alors nous, on est vraiment le syndrome du prisonnier. On a intégré qu'il ne fallait pas fâcher les Allemands, parce que s'ils ne vont pas d'accord, ça risquerait d'avoir des rétorsions suisses sur les exports de voitures allemandes. Finalement, ils l'ont fait. Voilà, 2 ans après, maintenant, l'aide est modulée un peu en fonction du poids du véhicule, du poids carbone du véhicule à sa construction, ce qui fait que ça a été fait pour favoriser justement ce qui a été made in Europe et made in France, parce qu'effectivement, l'électricité, la tôle d'acier dont je vous parlais tout à l'heure, ben, si nous, la décarbone, on l'a fait passer à 0,5 tonnes de CO2 au lieu de 2 tonnes en décarbonant, et que celle de Chine, elle est plutôt pas à 2 tonnes, mais elle est plutôt à 2,3, 2,4 tonnes par tonne d'acier. Ben voilà une façon de faire du protectionnisme, mais vraiment malin, et mettre les gens sur un même pied d'égalité. Voilà, ça a été fait, alors pour le coup. Mais ce qui m'avait choqué, c'était vraiment la réaction défaitiste. Non, les Allemands ne vont pas être d'accord. Voilà, du coup, on se tire les cheveux, mais on est un peu dans le syndrome du prisonnier, je trouve. Le syndrome de Stockholm. Hein. Votre anecdote est terrible parce que moi, j'avais posé la question de la bonne échelle. Est-ce qu'elle est nationale? Est-ce qu'on peut imaginer faire quelque chose nationalement? Ou est-ce que vraiment tout n'est qu'au niveau européen? Mais on a l'impression qu'au niveau européen, c'est encore pire. C'est-à-dire que les différences de vue nous empêchent complètement d'avancer. Vraiment, le dossier nucléaire est terrible sur la nomenclature de l'industrie verte. Enfin, c'est à s'arracher les cheveux. On n'a pas l'impression que les Allemands progressent beaucoup. Est-ce que ça ne nous oblige pas, nous, à essayer de repenser les choses nationalement quasiment? Alors, là, pour le coup, la France a pris sur cette mesure de l'aide modulée en fonction du poids carbone une mesure nationale qui était admissible sur le côté européen. Donc ça, c'est super. C'est super. Mais cela dit, moi, je pense qu'à un moment, les Allemands... là, en ce moment, moi, j'étais à Ludwigshafen il n'y a pas longtemps, parce que je vais à Mannheim, qui est juste en face de Ludwigshafen, là où il y a le gros bassin d'emploi BASF, la plus grosse usine chimique du monde. C'est le Verbund à l'allemande, genre il y a du gaz et du pétrole qui arrivent, et à la fin, vous avez toute la panoplie de chimie possible qui peut en sortir. C'est absolument incroyable. Là, c'est la panique. Hein. BASF va délocaliser, va fermer des usines, parce qu'à cause du prix du gaz, tout simplement. Ce n'est plus possible. Et là, c'est en train de... Et moi, j'ai des Allemands qui m'ont dit, mais qu'est-ce qu'on a foutu sur le nucléaire, c'est n'importe quoi, etc. Des industriels. Hein. Donc, je pense qu'il va y avoir quelque chose, parce que là, il y a de l'idéologie, je trouve, en Allemagne, et quand l'industrie s'enrhume en Allemagne, en général, c'est quand même des gens je pense qu'il va y avoir des impacts à la fois politiques, économiques, majeurs. Parce que là, Volkswagen, ça va être des emplois incroyables. Le plus gros, ThyssenKrupp, le plus gros producteur allemand, devrait licencier à peu près dans les années qui viennent, je crois que c'est de l'ordre de 50% de son personnel.
C'est juste gigantesque. C'est un choc psychologique, mais je pense qu'ils l'ont pas encore digéré en fait politiquement. On a une grande chance, c'est qu'on avait déjà plus d'industrie, donc forcément on souffre beaucoup moins. David Lelot, nous on a la chance d'avoir une électricité qui est beaucoup moins carbonée chez nous. Est-ce que l'électrification est quelque chose qui progresse? Est-ce que c'est une perspective dans laquelle on peut croire? Il y a beaucoup de processus où on a l'impression qu'on va pouvoir passer à l'électricité. L'électricité chez nous, qui est donc inconsciemment, on dit toujours bon, l'électricité c'est bien, c'est vert. C'est effectivement, comme vous l'avez rappelé, en Pologne, c'est pas du tout le cas. Ça le sera peut-être un jour, parce que je crois qu'ils ont des projets de construction, mais ça se fait pas en un jour. Est-ce que l'électrification, c'est une voie vers une industrie plus verte? Oui, bien sûr. Alors, en tout cas, je me réjouis. Là, on rentre un peu dans vraiment les solutions tangibles de la décarbonation. Et cette dynamique, elle ne se fera pas sans électricité. Elle ne pourra pas faire l'économie de l'électrification, que ce soit en direct pour électrifier des procédés industriels ou en indirect en produisant de l'hydrogène. Parce que, pour rappel, voilà, l'hydrogène sera aussi fabriqué à partir d'électricité. Et si on regarde... par exemple, le scénario de référence de RTE à horizon 2050, ce qu'on a fait à la Fabrique il y a quelques mois, hein, mais on observe que pour atteindre la neutralité carbone en 2050, l'industrie elle doit doubler sa consommation d'électricité entre aujourd'hui et cet horizon-là. Donc c'est colossal. Et en tout cas, elle le fait sur la base d'un fondamental environnemental qui, lui, est présent, c'est que notre mix électrique est effectivement parmi les plus décarbonés d'Europe, ce qui n'est pas forcément le cas ailleurs. Hein. Enfin, s'il y a des soucis sur le règlement batterie européen, c'est précisément parce que l'Allemagne ne veut pas faire répercuter son propre mix électrique carboné sur voilà, le bilan carbone de ses batteries. Et peut-être pour la parenthèse à la Fabrique, on avait regardé il y a quelques mois le bilan carbone de l'industrie française et on l'a comparé à celui de l'industrie allemande. Et on a constaté que lorsqu'on intègre le fameux Scope 2, donc en fait la part des émissions du mix électrique au prorata de la consommation industrielle, et bien on se rend compte que l'industrie française apparaît moins carbonée que l'industrie allemande. Donc en matière environnementale, on a quand même un bel atout à faire valoir. Mais encore une fois, sur ce chantier, il y a un écart entre ce que sont les ambitions et ce que montre voilà, le scénario de RTE et la réalité économique. Et en l'occurrence, actuellement, les industriels, en tout cas ce chantier, ils pêchent un peu sur la question du prix de l'électricité, qui est vraiment la variable d'ajustement. Enfin, quand on fait des produits, quand on fait de la décarbonation, c'est vraiment l'équation qui coince. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les industriels manquent tout simplement de visibilité sur son prix, qui reste durablement plus élevé, on l'a dit, par rapport à avant la crise énergétique. Et voilà, ils sont un peu en quête. On peut dire que c'est moins le niveau que l'incertitude qui pose problème. Alors c'est les deux, hein, parce que le prix de l'électricité qui s'achète à 70 €, alors qu'il s'achetait à 40 ou 50 euros le mégawattheure, quand on sait voilà, qu'il est à la fois plus élevé en France que dans le reste du monde, d'un facteur 2 par rapport aux États-Unis, par exemple, le prix de l'électricité, et aussi plus élevé que celui du gaz naturel, qui est en fait voilà, le vecteur énergétique que l'électricité a vocation à remplacer, donc, et d'un facteur 2,5 en l'occurrence. Et donc les industriels sont un peu en quête, qu'on rencontre régulièrement, hein, ils nous disent un peu la même chose, et il y a un peu un consensus économique qui se crée, c'est qu'ils sont tout simplement en quête de prix qui sont compétitifs, qui sont... avec de la visibilité dans le temps, et c'est précisément ce qu'ils sont en train de négocier avec EDF. Malheureusement, l'heure tourne. Avant d'un mot de conclusion, j'ai envie de vous entendre, Eric, sur la question du prix. Évidemment, vous avez parlé un peu de prix de l'énergie de façon générale, et aussi cet autre goulot d'étranglement dont on n'a pas encore parlé, mais pour le développement d'une industrie verte, il y a aussi le problème de l'accès aux compétences dont on a besoin. Alors, sur l'histoire du prix, je vais vous faire une réflexion très macro, une réflexion très micro avant d'aller à votre deuxième question. Une réflexion très macro, quand on voit l'usine à gaz qui a été montée au niveau du marché électrique européen, au niveau de sa régulation, du pricing, la création de concurrents d'EDF qui servent pour nous, au Shift, à rien, puisqu'ils ne produisent rien, ils ne font que trader sans obligation de production.
Dans l'audiovisuel, on oblige bien des gens comme Netflix à financer de la production audiovisuelle française. On pourrait dire un gars qui se lance dans le marché de l'électricité, il ne peut pas juste être trader. Moi, je suis plutôt libéral d'habitude, mais là, c'est vraiment n'importe quoi. Du coup, on affaiblit EDF qui a plus les moyens et qui, à la fin, est complètement ratiboisé. Voilà. Bon, bref, ça, c'est très macro. Donc, la formation du prix, il y a vraiment un problème puisqu'on paie 2 fois plus cher qu'aux États-Unis. Donc, imaginez, vous êtes industriel. Vous n'avez qu'un intérêt à faire, c'est délocaliser votre usine chimique en Texas. Enfin, c'est simple. Voilà. Ça, c'est macro. Au niveau micro, je suis chairman d'une boîte qui fait donc du recyclage de fibres de carbone pour les faire très décarboner et recycler des vieilles pales d'éoliennes, des vieux fuselages d'avions, etc. Et c'était il y a 2 ans pendant la crise. Là, on m'annonce des coûts d'électricité gigantesques, etc. Bon. Je dis au gars, mais tu peux m'imprimer, le patron de la boîte, tu peux m'imprimer le contrat EDF, s'il te plaît, pour que je regarde à quoi il ressemble. Le gars est polytechnicien, docteur en chimie, quand même. C'est pas. Il me le montre et me dit, d'ailleurs, j'y comprends rien. Tu comprends rien. Je prends le contrat, un truc de 30 pages, et le calcul du prix, c'était 3 pages, bourrées d'indices dans tous les sens, de Rotterdam, de machin, de trucs, de machin. Enfin, pourtant, je suis plutôt bon en finance, mais c'est pas possible. Enfin, je veux dire, c'est pas possible pour une PME de raisonner comme ça. C'est-à-dire, on ne sait pas combien on va le payer, on ne sait pas d'où peut venir le choc. Enfin bref, donc c'est juste pas possible. Et d'ailleurs, quand on avait fait une réflexion une fois avec une adjointe de Le Maire, on faisait tout un débat sur la décarbonation, sur la loi industrie verte justement. Puis j'avais terminé en disant, mais madame, c'est super tout ce qu'on vient de se dire. Je suis pour simplifier l'accès au parc industriel pour les PME, les autorisations environnementales qui viennent plus vite. Mais tout ça est d'un facteur secondaire par rapport au prix de l'énergie, ça c'est clair. Ensuite, il y a un deuxième facteur que celui des compétences. Et je vous donne un exemple très concret. On a du mal à attirer les gens dans l'industrie. C'est compliqué. Et pourtant, l'industrie n'a jamais été aussi difficile mais excitante qu'aujourd'hui. Franchement, vous allez dans n'importe quel industriel aujourd'hui, même classique, vous m'aurez dit, j'ai un fils jeune, il n'a pas envie d'entrer dans le ciment. Il y a 10 ans, je lui ai dit, ouais, t'as raison, c'est une industrie chiante, ça ronronne depuis 30 ans, il n'y a rien à y faire, d'un point de vue industriel. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Tous ces procédés traditionnels doivent se réinventer. Donc honnêtement, c'est juste passionnant. Sauf qu'il y a des tas de gens qui veulent aller vers uniquement les services. Ça, c'est au niveau des ingénieurs. Donc on va en manquer. On a du mal à recruter. Et au niveau technicien, c'est pareil. Moi, là, je suis au bord d'une autre boîte qui fait des polymères biosourcés pour remplacer les acryliques dans les peintures, pour faire des peintures décarbonées. Trouver un patron d'usine c'est compliqué, c'est compliqué qu'il soit à la page, parce qu'il faut aussi pas des gens qui pensent pas à usine 4.0, donc c'est compliqué, et c'est un vrai problème. Et là, notamment, je connais aussi un cimentier, un ami qui dirige une boîte de ciment en France. Il m'a dit, Vercor m'a piqué 2 contremètres, le fabricant de batteries Vercor m'a piqué 2 contremètres. Donc oui, on a un petit problème aussi. Alors l'industrie, on est partiellement responsable. Moi, j'ai beaucoup voyagé dans l'industrie dans le monde entier, et souvent, les usines françaises n'étaient pas en super propre. Vous allez en Allemagne ou en Italie du Nord, toutes choses égales par ailleurs, l'industrie, c'est un lieu qui est agréable où travailler. Ce n'est pas toujours le cas. Moi, j'ai toujours été assez critique vis-à-vis des industriels là-dessus. Mais donc, il faut faire un vrai effort là-dessus. La fabrique participe, le gouvernement aussi, de se dire il faut valoriser les industries. Il faut aussi que les industriels rendent leurs usines sympas. Il n'y a pas de raison qu'on soit dans un super bureau à la Défense et puis que dans votre usine, ça soit glacial, poussiéreux, ce qui est souvent le cas. Voilà. David Lelot, le mot de la fin, l'industrie doit se réinventer, c'est possible? Alors je dirais qu'il y a des signaux encourageants, c'est-à-dire que, restons optimistes, il y a des projets de décarbonation qui sont en cours. L'État met plus ou moins la main à la pâte également. Elle dévoile des plans de subventions. Les émissions industrielles ont baissé, quoi qu'on en dise. Elles suivent une trajectoire qui est vertueuse. Mais il y a quand même un contraste saisissant entre les ambitions politiques et le consensus politique autour de la réindustrialisation et la réalité économique des entreprises, avec peut-être si je devais synthétiser, deux enjeux à adresser. Le premier, c'est la compétitivité de l'industrie. On n'en a pas parlé, mais bon, beaucoup de tables rondes en parlent, mais le rapport Draghi livre un constat intéressant sur l'absence de compétitivité
Et le deuxième, c'est l'asymétrie des politiques climatiques. Et c'est pour le coup, là, peut-être qu'on change encore plus d'échelle, mais c'est vrai que dans un contexte d'asymétrie des politiques climatiques, c'est pas facile de donner l'exemple sans être suivi. Donc voilà, peut-être ce sujet qui est abordé à l'échelle européenne, mais aussi à l'échelle mondiale, dans le cadre des COP et voilà, des discussions internationales. Moi, je suis très optimiste là-dessus, parce que d'abord, en Europe, on a quand même, et surtout en France, on a les compétences et les ressources électriques pour le faire dans des bonnes conditions. Et on est comme un pays d'ingénieurs, si on les laisse travailler, ça va se passer. Ensuite, il y a la Chine va se décarboner à une vite. Elle va avoir un pic en 2030, encore d'émissions, mais elle va se décarboner extrêmement vite. Moi, j'avais beaucoup, dans mon ancien job opérationnel, j'avais une dizaine d'usines en Chine. L'endroit où les gens ont la plus grande sensibilité à la qualité de l'air, à la décarbonation, c'est là. J'avais fait un plan décarbonation. Toutes mes usines chinoises étaient enthousiastes. Et ils installent plus d'énergie renouvelable que n'importe quel pays. Hein. C'est incroyable. Donc ils ont du mal encore, mais quand ça va baisser très très vite et très très fort, comme on ne l'a jamais vu. Hein. Et ensuite, même les États-Unis, je suis optimiste. Bon, Trump, c'est pas une bonne nouvelle, mais même sous le premier mandat de Trump, les États-Unis s'étaient décarbonés parce qu'ils avaient fait une transition du charbon au gaz. Il va falloir aller plus vite maintenant, mais on verra ce qui va se passer. Mais s'il maintient les subventions de Biden, qui s'appelle dans le cadre de l'IRA, dont on vous avait parlé tout à l'heure, monsieur Lolo, et ben en fait, bon, au-delà des discours, ça continuera à baisser. Et de toute façon, il faudra le faire. Je vous donne un dernier exemple. J'ai discuté il n'y a pas longtemps avec un fabricant d'un produit chimique dans lequel vous avez besoin de carcasse animale pour le faire. C'est un produit chimique qui rentre à la fois dans la food et la pharma. C'est un peu la gélatine, du sort de collagène. Pour les fraises Tagada, c'est ça, non ? Oui, voilà. Et le gars me disait, mais alors ils avaient un bilan carbone, ils prenaient pas l'amont. Donc ils regardaient que leurs usines. Je lui dis, attendez, vous avez tout le monde agricole. Et un bœuf, ça émet beaucoup de carbone. Parce que ah oui, merde, effectivement. Bon. Mais il dit, il faudra vous décarboner. Il me dit, mais on ne peut pas, ça va coûter trop cher. Et en plus, mais je lui dis, vous n'aurez pas le choix parce que de toute façon, avec le réchauffement, maintenir le bétail là où il en est aujourd'hui, c'est impossible. À cause des conditions climatiques pour le bétail, à cause du prix du fourrage, etc. Donc vous subirez la baisse, que vous le voulez ou non. Soit vous le faites de façon choisie, c'est-à-dire je commence à décarboner les procédés, et peut-être qu'aussi je choisis. Est-ce que c'est vraiment utile de produire un produit ultra carboné pour faire des fraises Tagada ? Ça peut se discuter, et concentrez-vous sur la pharma. Mais de toute façon, si vous ne le faites pas, vous le ferez de façon forcée. Quand il y aura un jour une crise de cheptel, comme ça peut arriver. Hein. En ce moment, le prix de l'œuf aux États-Unis explose parce qu'il y a un problème de grippe dans les élevages de poulets. Ils vont être obligés d'abattre des tas de trucs. Ben, si on fait la même chose sur les bœufs, il n'aura plus de collagène et il va le subir et il aura divisé ses ventes par deux parce qu'il n'y aura plus de bœuf. Et c'est les carcasses de bœuf qui vont permettre de faire du collagène. Je retiens, soyons optimistes et laissons travailler les ingénieurs. Merci beaucoup. On peut les applaudir. Restez ici car nous allons enchaîner quasiment tout de suite avec notre grand témoin, Augustin de Romanet.